Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre livre Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau et on passe au chapitre numéro 8, 28 octobre. Enfin j'ai reçu une lettre de Monsieur Jean. Elle est bien sèche cette lettre. On dirait à la lire qu'il ne s'est jamais rien passé d'intime entre nous. Pas un mot d'amitié, pas une tendresse, pas un souvenir. Il ne m'y parle que de lui. S'il faut l'en croire, il paraît que Jean est devenu un personnage d'importance. Cela se voit, cela se sent, cet air protecteur et un peu méprisant que, dès le début de sa lettre, il prend avec moi. En somme, il ne m'écrit que pour m'épater. Je l'ai toujours connu vaniteux, d'âme. Il était si beau garçon, mais jamais autant qu'aujourd'hui. Les hommes, ça ne sait pas supporter les succès, ni la gloire. Jean est toujours premier valet de chambre chez Madame la Comtesse Fardin. Et Madame la Comtesse est peut-être la femme de France dont on parle le plus en ce moment. À son service de valet de chambre, Jean ajoute le rôle de manifestant politique et de conspirateur royaliste. Il manifeste avec Copé, le maître, qui est né de Beaurepaire, et conspire avec le général Mercier. Tout cela pour renverser la République. L'autre soir, elle a accompagné Copé à une réunion de la patrie française. Il se pavanait sur l'estrade, derrière le grand patriote, et toute la soirée, il a tenu son par-dessus. Du reste, il peut dire qu'il a tenu tous les par-dessus de tous les grands patriotes de ce temps. Ça comptera dans sa vie. Un autre soir, à la sortie d'une réunion dreyfusarde, où la comtesse l'avait envoyé afin de casser des gueules de cosmopolites, il a été amené au poste pour avoir spué les sans-patries et crié à pleine gorge « Mort aux Juifs, vive le roi, vive l'armée !» Madame la comtesse a menacé le gouvernement de le faire interpeller et Monsieur Jean a été aussitôt relâché. Il a même été augmenté par sa maîtresse de 20 francs par mois pour ce fait d'armes. Monsieur Arthur Meyer a mis son nom dans le Gaulois. Son nom figure aussi à un regard d'une somme de 100 francs dans la libre parole parmi les listes d'une souscription pour le colonel Henry. C'est Copé qui l'a inscrit d'office. Copé encore, qui l'a nommé membre d'honneur de la patrie française, une ligue épatante. Tous les domestiques de grandes maisons en sont. Il y a aussi des comtes, des marquis et des ducs. En venant déjeuner hier, le général Mercier a dit à Jean « Eh bien, mon brave Jean, Jules Guérand, dans l'Anti-Juif, a écrit sous ce titre encore une victime des Yupins. Ceci. Notre vaillant camarade antisémite, Monsieur Jean, etc. Enfin, Monsieur Forain, qui ne quitte plus la maison, a fait poser Jean pour un dessin qui doit symboliser l'âme de la patrie. Monsieur Forain trouve que Jean a la gueule de saint. C'est étonnant ce qui reçoit en ce moment d'accolade illustre, du sérieux pourboire, de distinctions honorifiques extrêmement flatteuses. Et si, comme tout le fait croire, le général Mercier se décide à faire citer Jean dans le futur procès Zola pour un faux témoignage, que l'état-major réglera ces jours-ci, rien ne manquerait plus à sa gloire. Le faux témoignage est ce qu'il y a de plus chic, de mieux porté cette année dans la haute société. Être choisi comme faux témoin, cela équivaut, en plus d'une gloire certaine et rapide, à gagner le gros lot de la loterie. Monsieur Jean s'aperçoit bien qu'il fait de plus en plus sensation dans le quartier des Champs-Élysées. Quand le soir, au café de la rue François Ier, il va jouer à la poule au gibier, ou qu'il mène sur les trottoirs pisser les chiens de Madame la Comtesse. Il est l'objet de la curiosité et du respect universel. Les chiens aussi du reste. C'est pourquoi, en vue d'une célébrité qui ne peut manquer de s'étendre du quartier sur Paris et de Paris sur la France, il est abonné à l'Argus de la presse, tout comme Madame la Comtesse.
Il m'enverra ce qu'on écrira sur lui, le mieux tapé. C'est tout ce qu'il peut faire pour moi. Car je dois comprendre qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ma situation. Il verra plus tard. Quand nous serons au pouvoir, m'écrit-il négligemment. Tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Je n'ai jamais eu d'esprit de conduite. Je n'ai jamais eu de suite dans les idées. J'ai gaspillé les meilleures places sans aucun profit. Si je n'avais pas fait la mauvaise tête, moi aussi, peut-être serais-je au mieux avec le général Mercier, Copé, Déroulède, et peut-être bien que je ne sois qu'une femme, verrais-je étinceler mon nom dans les colonnes du Gaulois, qui est si encourageant pour tous les genres de domesticité, etc., etc. J'ai presque pleuré à la lecture de cette lettre, car j'ai senti que monsieur Jean est tout à fait détaché de moi, et qu'il ne me faut plus compter sur lui et sur personne. Il ne me dit pas un mot de celle qui m'a remplacée. Ah, je la vois d'ici, je les vois d'ici tous les deux, dans la chambre que je connais si bien, s'embrassant, se caressant et courant ensemble comme nous faisions si gentiment les bals publics et les théâtres. Je le vois, lui, un par-dessus mastic au retour des courses, ayant perdu son argent et disant à l'autre, comme il me l'a dit, tant de fois, à moi-même, « Prête-moi tes petits bijoux et ta montre pour que je le mette au clou. » À moins que sa nouvelle condition de manifestant politique et de conspirateur royaliste ne lui ait donné des ambitions nouvelles et qu'il ait quitté les amours de l'office pour les amours du salon, il en reviendra. Est-ce vraiment de ma faute ce qui m'arrive? Peut-être. Et pourtant, il me semble qu'une fatalité dont je n'ai jamais été la maîtresse a pesé sur toute mon existence, et qu'elle a voulu que je ne demeurasse jamais plus de 6 mois dans la même place. Quand on ne me renvoyait pas, c'est moi qui partais, à bout de dégoût. C'est drôle et c'est triste. J'ai toujours eu la hâte d'être ailleurs, une folie d'espérance dans ces chimériques ailleurs. Que je parais de la poésie vaine du mirage illusoire des lointains, surtout depuis mon séjour à Houlgate, auprès du pauvre monsieur Georges. De ce séjour il m'est resté je ne sais quelle inquiétude, je ne sais quel angoissant besoin de m'élever sans pouvoir y attendre jusqu'à des idées et des formes inétreignables. Je crois bien que cette trop brusque et trop courte introvision d'un monde qui le mieux valut que je ne connusse point, ne pouvant le connaître mieux, m'a été très funeste. Ah, quelles sont décevantes ces routes vers l'inconnu. L'on va, et c'est toujours la même chose. Voyez cet horizon poudroyant, là-bas. C'est bleu, c'est rose, c'est frais, c'est lumineux et léger comme un rêve. Il doit faire bon vivre là-bas. Vous approchez, vous arrivez, il n'y a rien, du sable, des cailloux, des coteaux tristes comme des murs. Il n'y a rien d'autre. Et au-dessus de ce sable, de ces cailloux, de ces coteaux, et un ciel gris opaque, pesant, un ciel où le jour se navre, où la lumière pleure de la suie. Il n'y a rien. Rien de ce qu'on est venu chercher. D'ailleurs, ce que je cherche, je l'ignore. Et j'ignore aussi qui je suis. Un domestique, ce n'est pas un être normal, un être social. C'est quelqu'un de disparate, fabriqué de pièces et de morceaux qui ne peuvent s'ajuster l'un dans l'autre, se juxtaposer l'un à l'autre. C'est quelque chose de pire, un monstrueux hybride humain. Il n'est plus du peuple d'où il sort. Il n'est pas non plus de la bourgeoisie où il vit et où il tend. Du peuple qu'il a renié. Il a perdu le sens généreux et la force naïve de la bourgeoisie, il a gagné les vices honteux, sans avoir pu acquérir les moyens de les satisfaire. Et les sentiments vies, les lâches peurs, les criminels appétits, sans le décor et par conséquent sans l'excuse de la richesse. L'âme, toute salie, il traverse cet honnête monde, bourgeois, et rien que l'avoir respiré l'odeur mortelle et qui monte de ces putrides
cloaque, y perd à jamais la sécurité de son esprit, et jusqu'à la forme même de son moi. Au fond de tous ses souvenirs, parmi ces peuples qui figurent où il erre, fantôme de lui-même, il ne trouve à remuer que de l'ordure, c'est-à-dire de la souffrance. Il rit souvent, mais son rire est forcé. Ce rire ne vient pas de la joie rencontrée, de l'espoir réalisé. Il garde l'amère grimace de la révolte. Le pli dur et crispé du sarcasme. Rien n'est plus douloureux et laid que ce rire. Il brûle et dessèche. Mieux vaudrait peut-être que j'eusse pleuré. Et puis, je ne sais pas, et puis zut, arrivera ce qui pourra. Mais il n'arrive rien, jamais rien, et je ne puis m'habituer à cela. C'est cette monotonie, cette immobilité dans la vie qui me sont le plus pénibles à supporter. Je voudrais partir d'ici. Partir? Mais où et comment? Je ne sais pas, et je reste. Madame est toujours la même, méfiante, méthodique, dure, rapace, sans un élan, sans une fantaisie, sans une spontanéité, sans un rayon de joie sur sa face de marbre. Monsieur a repris ses habitudes et je m'imagine à de certains airs sournois qui me gardent rancune de mes rigueurs. Mais ces rancunes ne sont pas dangereuses. Après le déjeuner, armé et guettré, il part pour la chasse, rentre à la nuit, ne me demande plus de l'aider à retirer ses bottes et se couche à 9 heures. Il est toujours pâteau, comique et vague. Il engraisse. Comme des gens si riches peuvent-ils se résigner à une aussi morne existence? Il m'arrive parfois de m'interroger sur monsieur. Qu'est-ce que j'aurais fait de lui? Il n'a pas d'argent et ne m'eût pas donné de plaisir, et puisque madame n'est pas jalouse. Ce qui est terrible dans cette maison, c'est son silence. Je ne peux m'y faire. Pourtant, malgré moi, je m'habitue à glisser mes pas, à marcher en l'air, comme dit Joseph. Souvent, dans ces couloirs sombres, le long de ces murs froids, je me fais à moi-même l'effet d'un spectre, d'un revenant. J'étouffe là-dedans, et je reste. Ma seule distraction est d'aller le dimanche, au sortir de la messe, chez Madame Gouin, l'épicière. Le dégoût m'en éloigne, mais la nuit plus fort m'y ramène. Là, du moins, on se retrouve tout ensemble. On potine, on rigole, on fait du bruit en sirotant des petits verres de mélécassie. Il y a là un peu l'illusion de la vie, et le temps passe. L'autre dimanche, je n'ai pas vu la petite aux yeux suintants, au museau de rat. Je m'enforme. Ce n'est rien, me dit l'épicière d'un ton qu'elle veut rendre mystérieux. Elle est donc malade? Oui, mais ce n'est rien. Dans 2 jours, il n'y paraîtra plus. Et Mademoiselle Rose me regarde avec des yeux qui confirment et qui semblent dire « Ah, vous voyez bien, c'est une femme très adroite. » Aujourd'hui, justement, j'ai appris chez l'épicière que des chasseurs avaient trouvé la veille dans la forêt de Rayon, parmi des ronces et des feuilles mortes, le cadavre d'une petite fille horriblement violée. Il paraît que c'est la fille d'un cantonnier. On l'appelait dans le pays la petite Claire. Elle était un peu innocente, mais douce et gentille. Elle n'avait pas 12 ans. Bonne aubaine. Vous pensez pour un endroit comme ici, où l'on est réduit à ressasser chaque semaine les mêmes histoires. Aussi les langues marchent-elles. D'après Rose, toujours mieux informée que les autres, la petite Claire avait son petit ventre ouvert d'un coup de couteau, et les intestins coulés par la blessure. La nuque et la gorge gardées visibles et les marques de doigts étrangleurs. Ces pauvres petites parties n'étaient qu'une plaie affreusement tuméfiée, comme si elle eût s'était forcée une comparaison de Rose par la marche trop grosse d'une cognée de bûcherons. On voyait encore dans la bruyère courte, à un endroit piétiné et foulé, la place où le crime s'était accompli. Il devait remonter à 8 jours au moins, car le cadavre était presque entièrement décomposé. Malgré l'horreur sincère qu'inspire ce meurtre, je sens parfaitement que, pour la plupart de ces créatures, le viol et les images obscènes qu'il évoque en sont pas tout à fait une excuse, mais certainement une atténuation.
Car le viol, c'est encore de l'amour. On raconte un tas de choses. On se rappelle que la petite Claire était toute la journée dans la forêt. Au printemps, elle y cueillait des jonquilles, des muguets et des anémones, dont elle faisait, pour les dames de la ville, de gentils bouquets. Elle y cherchait des morilles qu'elle venait vendre au marché le dimanche. L'été, c'était des champignons de toutes sortes et d'autres fleurs. Mais à cette époque, qu'allait-elle faire dans la forêt où il n'y a plus rien à cueillir? L'une dit judicieusement: pourquoi que le père ne s'est pas inquiété de la disparition de la petite? C'est peut-être lui qui a fait le coup. À quoi l'autre, non moins judicieusement, réplique: mais s'il avait voulu faire le coup, il n'avait pas besoin d'amener sa fille dans la forêt, voyons. Mademoiselle Rose intervient. Tout cela est bien louche, allez. Moi, avec des airs intendus, des airs de quelqu'un qui connaît de terribles secrets, elle poursuit d'une voix plus basse, d'une voix de confidence dangereuse. Moi, je ne sais rien. Je ne veux rien affirmer, mais... Et comme elle laisse notre curiosité en suspens, sur ce mais... Quoi donc? Quoi donc? S'écrie-t-on de toutes parts, le col tendu, la bouche ouverte. Mais je ne serais pas étonnée que ce fût... Nous sommes allaitantes. Monsieur Lanlaire, là, si vous voulez mon idée, achève-t-elle, avec une expression de férocité atroce et basse. Plusieurs protestent, d'autres se réservent. J'affirme que monsieur Lanlaire est incapable d'un tel crime et je m'écrie: lui, Seigneur Jésus? Ah, le pauvre homme, il aurait bien trop peur. Mais Rose, avec plus de haine encore, insiste: incapable? Ta, 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 et la petite Jésureau? Et la petite Avalentin? Et la petite Dougère? Rappelez-vous donc. Incapable? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Dans Lorraine contre monsieur, elles ne veulent pas aller, comme Rose, jusqu'à l'accusation formelle d'assassinat. Qu'ils violent les petites filles qui consentent à se laisser violer, mon Dieu, passe encore. Qu'ils les tuent, ça n'est guère croyable. Rageusement, Rose s'obstine. Elle écume. Elle frappe sur la table de ses grosses mains molles et se démène, clamant: puisque je vous dis que 6 mois, puisque j'en suis sûre, hein? Madame Gouin, restée songeuse, finit par déclarer de sa voix blanche: ah, dame, mesdemoiselles, ces choses-là, on ne sait jamais. Pour la petite Jésureau, c'est une fameuse chance, je vous assure, qu'elle ne l'ait pas tuée. Malgré l'autorité de l'épicière, malgré l'entêtement de Rose, qui n'admet pas qu'on déplace la question, elle passe, l'une après l'autre, la revue de tous les gens du pays qui auraient pu faire le coup. Il se trouve qu'il y en a des tas, tous ceux-là qu'elles détestent, tous ceux-là contre qui elles ont une jalousie, une rancune, un dépit, enfin la petite femme pâle au museau de rat propose: vous savez bien qu'il est venu la semaine dernière 2 capucins qui n'avaient pas bon air, avec leurs sales barbes et qui mendiaient partout. Est-ce que ce ne serait pas eux? On s'indigne. De braves et pieux moines? De saintes âmes du bon Dieu, c'est abominable. Et tandis que nous nous en allons, ayant soupçonné tout le monde, Rose acharnée répète: puisque je vous le dis, moi, puisque c'est lui. Avant de rentrer, je m'arrête un instant à la sellerie où Joseph astique ses harnais, au-dessus d'un dressoir où sont symétriquement rangées des bouteilles de verre et des bottes de cirage. Je vois flamboyer au lambris de sapin le portrait de Drummond. Pour lui donner plus de majesté, sans doute, Joseph l'a récemment orné d'une couronne de laurier sauce. En face, le portrait du pape disparaît, presque entièrement caché sous une couverture de cheval pendu à un clou. Des brochures anti-juives, des chansons patriotiques s'empilent sur une planche et dans un coin la matraque se navre parmi les balais. Brusquement, je dis à Joseph sans un autre motif que la curiosité: savez-vous, Joseph, qu'on a trouvé dans la forêt la petite Claire assassinée et violée? Tout d'abord, Joseph ne peut réprimer un mouvement de surprise. Est-ce bien de la surprise? Si rapide, si furtif qu'ait été ce mouvement, il me semble qu'au nom de la petite Claire, il a eu comme une étrange secousse, comme un frisson. Il se remet très vite.
Oui, dit-il d'une voix ferme, je sais. On m'a conté ça au pays ce matin. Il est maintenant indifférent et placide. Il frotte ses harnais avec un gros torchon noir méthodiquement. J'admire la musculature de ses bras nus, l'harmonieuse et puissante souplesse de ses biceps, la blancheur de sa peau. Je ne vois pas ses yeux sous les paupières abaissées, ses yeux obstinément fixés sur son ouvrage. Mais je vois sa bouche, toute sa bouche large, son énorme mâchoire de bête cruelle et sensuelle. Et j'ai comme une étreinte légère au cœur. Je lui demande encore. C'est-on qui a fait le coup? Joseph hausse les épaules, moitié railleur, moitié sérieux, et répond. Quelques vagabonds, sans doute, quelques sales youpins. Puis après un court silence, vous verrez qu'on ne les pensera pas. Les magistrats, c'est tous des vendus. Ils replacent sur leur selle les harnais terminés et désignant le portrait de Druon dans son apothéose, de laurier sauce, il ajoute « Si on avait celui-là !» Ah, malheur. Je ne sais pourquoi, par exemple, je l'ai quitté, l'âme envahie par un singulier malaise. Enfin, avec cette histoire, on va donc avoir de quoi parler et se distraire un peu. Quelquefois, quand madame est sortie et que je m'ennuie trop, je vais à la grille sur le chemin où mademoiselle Rose vient me retrouver. Toujours en observation, rien ne lui échappe de ce qui se passe chez nous, de ce qui entre ou en sort. Elle est plus rouge, plus grasse, plus molle que jamais. Les lips de sa bouche pendent davantage, son corsage ne parvient plus à contenir les houles déferlantes de ses seins. Et de plus en plus, elle est hantée d'idées obscènes. Elle ne voit que ça, ne pense que ça, ne vit que pour ça. Chaque fois que nous nous rencontrons, son premier regard est pour mon ventre, sa première parole pour me dire sur ce ton gras qu'elle a. Rappelez-vous ce que je vous ai recommandé. Dès que vous vous apercevrez de ça, allez tout de suite chez Madame Gouin, tout de suite. C'est une véritable obsession, une manie. Un peu agacée, je réplique. Mais pourquoi voulez-vous que je m'aperçoive de ça? Je ne connais personne ici. Ah, fait-elle, c'est si vite arrivé un malheur. À un moment d'oubli bien naturel, et ça y est, des fois on ne sait pas comment ça arrive. J'en ai bien vu aller, qui était comme vous, sûr de ne rien avoir, et puis ça y était tout de même. Mais avec Madame Gouin, on peut être tranquille. C'est une vraie bénédiction pour un pays qu'une femme aussi savante. Et elle s'anime, hideuse, toute sa grosse chair soulevée de basses envoluptés. Autrefois, ici, ma chère petite, on ne rencontrait que des enfants. La ville était empoisonnée d'enfants, une abomination. Ça grouillait dans les rues comme des poules dans une cour de ferme. Ça piaillait sur les pas des portes, ça faisait un tapage. On ne voyait que ça, quoi. Eh bien, je ne sais si vous l'avez remarqué, aujourd'hui on n'en voit plus. Il y en a presque plus. Avec un sourire plus glouin, elle poursuit. Ce n'est pas que les filles s'amusent moins. Ah, bon Dieu, non. Au contraire, vous ne sortez jamais le soir. Mais si vous alliez vous promener à 9 heures sous les marronniers, vous verriez ça, partout. Sur les bancs, il y a des couples qui s'embrassent, qui se caressent. C'est bien gentil, hein. Moi, vous savez, l'amour, je trouve ça si mignon. Je comprends qu'on ne puisse pas vivre sans l'amour. Oui, mais c'est embêtant aussi d'avoir à ses trousses des chiens d'enfants. Eh bien, elles n'en ont pas. Elles n'en ont plus. Et c'est à Madame Gouin qu'elles doivent ça. Un petit moment désagréable à passer, ce n'est pas, après tout, la mer à boire. À votre place, je n'hésiterais pas. Une jolie fille comme vous, si distinguée et qui doit être si bien faite, un enfant, ce serait un meurtre. Rassurez-vous, je n'ai pas envie d'en avoir. Oui, oui, personne n'en a envie d'en avoir. Seulement dites donc, votre monsieur ne vous a jamais proposé la chose? Mais non, c'est étonnant, car elle est connue pour ça. Même la matinée où il vous serait de si près dans le jardin? Je vous assure, Mamselle Rose hoche la tête. Vous ne voulez rien dire. Vous vous méfiez de moi, hein, c'est votre affaire. Seulement on sait ce qu'on sait. Elle m'impatiente à la fin, je lui crie. Ah ça, est-ce que vous vous imaginez que je couche avec tout le monde?
avec des vieux dégoûtants? D'un ton froid, elle me répond: Hé, ma petite, ne prenez pas la mouche. Il y a 2 vieux qui valent des jeunes. C'est vrai que vos affaires ne me regardent point, ce que j'en dis moi, n'est-ce pas? Et elle conclut d'une voix mauvaise où le vinaigre a remplacé le miel. Après tout, ça se peut bien, sans doute que votre monsieur Larlaire aime mieux les fruits plus verts. Chacun son idée, ma petite. Des paysans passent dans le chemin et saluent Mamselle Rose avec respect. Bonjour, Mamselle Rose. Et le capitaine, il va toujours bien? Il va bien, merci. Il tire du vent, tenez. Des bourgeois passent dans le chemin et saluent Mamselle Rose avec respect. Bonjour, Mamselle Rose. Et le capitaine, toujours vaillant, merci, vous êtes bien honnête. Le curé passe dans le chemin d'un pas lent, dodelinant de la tête. À la vue de Mamselle Rose, il salue, sourit, referme son bréviaire et s'arrête. Ah, c'est vous, ma chère enfant. Et le capitaine? Merci, monsieur le curé, ça va tout doucement. Le capitaine s'occupe à la cave. Tant mieux, tant mieux. J'espère qu'il a semé de belles fleurs et que l'année prochaine, à la fête Dieu, nous aurons encore un superbe reposoir. Bien sûr, monsieur le curé. Toutes mes amitiés au capitaine, mon enfant. Et vous de même, monsieur le curé. Et en s'en allant, son bréviaire ouvert à nouveau. Au revoir, au revoir. Il ne faudrait dans une paroisse que des paroissiens comme vous. Et je rentre un peu triste, un peu découragée, un peu haineuse, laissant cette abominable Rose jouir de son triomphe, saluée par tous, respectée de tous, grâce heureuse, hideusement heureuse. Bientôt, je suis sûre que le curé la mettra dans une niche de son église, entre 2 cierges et nimbée d'or, comme une sainte. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Je vous dis à mardi prochain pour une partie suivante. Merci de votre attention. Ciao.